Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Romane Couvrette avec nous. C'est une étudiante au doctorat avec Gabrielle Fortin, qui est une chercheure membre du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Donc aujourd'hui, Romane va nous parler des adultes ayant une déficience intellectuelle en fin de vie. Sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci pour ta présence aujourd'hui. Bien, merci. Donc, comme François l'a mentionné, je m'appelle Romane Couvrette, je suis étudiante au doctorat en travail social sous la supervision d'Élise Milot et de Gabrielle Fortin à l'Université Laval. Puis, je suis également l'auxiliaire de recherche au laboratoire de recherche des communautés inclusives. Donc, je suis très heureuse là aujourd'hui de pouvoir vous présenter les résultats d'un examen de la portée que j'ai réalisé cet été sous la supervision de Gabrielle, qui porte sur la fin de vie des adultes qui ont une déficience intellectuelle selon la perspective des intervenants. Donc, j'ai débuté là, vraiment en mettant des assises sur la déficience intellectuelle, le contexte de mon étude, puis ensuite présenter la méthodologie utilisée, les résultats que j'ai obtenus, puis quelques limites là, de l'étude. Ensuite, j'ai abordé les grands constats puis des recommandations pour terminer par des implications pour la recherche. Donc, par souci de temps, puis pour pas que je m'en fâche, j'ai vraiment parlé d'intervenants, mais ça se veut inclusif des intervenants puis des personnes qui s'identifient à un autre genre ou à aucun genre. Donc, la déficience intellectuelle, c'est vraiment une condition qui survient avant l'âge de 18 ans, qui est caractérisée là, par différents déficits intellectuels adaptatifs sur divers domaines. Donc, le domaine conceptuel, où est-ce qu'on pourrait avoir des déficits au niveau du langage, de la lecture, de l'écriture, la mémoire, ou parfois au niveau du domaine social, comme la communication, le jugement, la capacité à suivre des règles, ou encore au niveau pratique, où est-ce qu'on peut avoir des difficultés là, dans la gestion de l'argent, la réalisation des activités quotidiennes ou domestiques. On estime là, que la prévalence de la déficience intellectuelle fluctue entre 0,5 à parfois 3 % de la population totale. Ça dépend toujours des définitions qui vont être utilisées, puis des méthodologies d'études. Puis à l'échelle canadienne, l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 indique qu'il y aurait 0,8 % de la population de 15 ans et plus qui vit avec un trouble de développement, ce qui inclut la déficience intellectuelle. Donc, ça représenterait environ 55 000 personnes. Puis, on estime que ce serait 85 % des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui présentent une déficience intellectuelle dite légère comparativement à une déficience qu'on dirait là, soit modérée jusqu'à sévère ou profonde. Dans les pays développés, il y a vraiment une hausse constante de la longévité là, des adultes qui présentent une déficience intellectuelle qui est constatée. On parle là, que leur espérance de vie tendrait de plus en plus à rejoindre celle de la population générale en raison là, de plusieurs facteurs, notamment l'amélioration des conditions de vie, le contrôle des maladies ou encore la progression des soins médicaux puis la meilleure accessibilité à des services. Mais avec l'augmentation de l'espérance de vie, on voit aussi augmenter l'émergence de maladies qu'on retrouve dans la population générale, comme le cancer, des problématiques cardiaques, des maladies neurodégénératives. Donc, ça entraîne en fait des besoins là, en matière de soins palliatifs et de fin de vie qui ne sont pas toujours bien reconnus ou facilement disponibles pour cette population-là. Donc, la fin de vie des personnes qui ont une déficience intellectuelle, c'est vraiment l'objet d'une attention grandissante dans les écrits scientifiques. C'est une thématique qui était peu abordée là, avant les années 2000. Maintenant, elle l'est plus, mais ça reste un sujet relativement peu décrit. Donc, il y a plusieurs perspectives là, qui peuvent être sollicitées dans les écrits pour obtenir une compréhension plus fine de ce phénomène. On parle d'analyse de dossiers de personnes décédées ou encore les perspectives des personnes en fin de vie elles-mêmes, quoique ça, ce soit très rare, ou sinon les perspectives de leurs proches ou encore ceux des intervenants. Donc, après avoir réalisé l'an dernier un examen de la portée sur les perspectives, le narratif des proches des personnes qui ont une déficience intellectuelle en fin de vie ou décédées, on a décidé de réaliser un travail similaire là, pour mettre en lumière les expériences des intervenants qui sont impliqués dans cette étape. Donc, vous allez voir que dans ma présentation, je parle vraiment plus souvent de fin de vie que de soins palliatifs, bien que je n'ai pas restreint mes recherches là, aux personnes en fin de vie uniquement, mais j'ai vraiment inclus là, aussi toute la période de soins palliatifs. Mais c'est notamment parce que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, elles semblent avoir accès aux soins palliatifs tard dans la trajectoire. Donc, c'est vraiment un constat là,
qui va être abordé tout au long de la présentation. Donc, concernant la méthodologie, plus précisément, l'objectif, c'était de répondre à la question « Quelles sont les principales thématiques qui sont exprimées par les intervenants qui accompagnent ou ont accompagné un adulte qui a une déficience intellectuelle, qui reçoit des soins palliatifs ou qui est en fin de vie? » Donc, pour répondre à cette question-là, moi, j'ai réalisé une synthèse des connaissances de type étude de la portée. Donc, ça permet de répondre vraiment à une question qui est exploratoire, mais aussi de couvrir un corpus de connaissances qui peut être hétérogène, donc qui provient de différentes méthodologies et disciplines. Donc, j'ai réalisé aussi cette étude-là dans le cadre d'un cours d'été, donc avec des ressources en temps et des ressources financières limitées. Donc, ça se prêtait bien, en fait, à l'étude de la portée. Donc, pour couvrir diverses disciplines, j'ai consulté 7 bases de données, CINAHL, Medline via PubMed, PsycInfo, Social Services Abstract, Sociological Abstract, Cairn et Eruti. Mais il faut quand même noter qu'il n'y a aucun résultat qui est obtenu dans les bases francophones, qui sont les 2 dernières. Mais on les a tout de même inclus parce qu'on voulait avoir se donner la chance d'avoir des écrits qui proviennent de milieux francophones. Dans les bases de données, j'ai combiné en fait 2 concepts qui étaient déclinés en vocabulaire libre, mais aussi en vocabulaire contrôlé, donc la déficience intellectuelle puis la fin de vie. Donc, la sélection des études, elle s'est faite à l'aide du logiciel Covidence selon 5 critères de sélection. Premièrement, les articles devaient présenter une étude scientifique, être publiée dans une revue scientifique avec évaluation par les pairs. Ensuite, j'ai conservé seulement les articles qui étaient publiés à partir de 2002. Comme j'ai mentionné que c'était un sujet plutôt récent dans les écrits, mais aussi parce que la définition, la reconnaissance des soins palliatifs a beaucoup évolué depuis la nouvelle définition des soins de l'Organisation mondiale de la santé en 2002. Ensuite, les participants devaient être, entre autres, des intervenants qui ont déjà accompagné un adulte qui a une déficience intellectuelle lors de soins palliatifs de fin de vie. Ça pouvait être des médecins, infirmières, des travailleurs sociaux, travailleuses, des préposés, des éducateurs, puis autant du secteur des soins palliatifs que du secteur de la déficience intellectuelle. Puis, concernant les objectifs, les articles devaient décrire l'expérience vécue des intervenants. Donc, il y a des articles qui ont été exclus, par exemple, qui s'intéressaient à quels seraient les meilleurs soins palliatifs ou qu'est-ce qu'on devrait faire pour offrir des soins palliatifs de qualité aux personnes, mais sans décrire l'expérience vécue. Donc, ces articles ont été exclus. Puis, finalement, ils devaient être publiés en anglais ou en français. Donc, par la suite, j'ai utilisé un modèle d'extraction qui a permis d'extraire les informations concernant des informations générales sur les caractéristiques des articles, par exemple la date, le lieu de publication, des informations sur les méthodologies comme le devis de recherche, les méthodes de collecte de données, des informations sur les participants, leur nombre, leur catégorie d'emploi, est-ce qu'il y avait des critères d'inclusion ou d'exclusion, puis finalement, les thématiques qui étaient exprimées par les intervenants. Donc, pour extraire les thématiques exprimées, j'ai aussi fait l'objet, en fait, j'ai utilisé une analyse thématique inductive à l'aide du logiciel NVivo pour vraiment pouvoir extraire les principales thématiques. Donc, concernant les résultats, au final, il y a 1707 articles qui ont été identifiés dans les bases de données, puis je les ai importés dans Covidence. Le premier tri qui était effectué à la lecture des titres et résumés, puis le deuxième tri qui était effectué vraiment à la lecture complète des articles, ont été réalisés à l'aide d'une double évaluation, mais faite à 3 personnes. Donc, moi, ma directrice de thèse, Élise Milo, puis une étudiante au 2e cycle. Puis après le retrait des doublons, il y a 1212 articles qui sont passés au premier tri, puis ensuite 131 articles au 2e tri, pour au final ne retenir en fait que 63 articles. Concernant les caractéristiques des articles, d'abord, on peut voir qu'il y a quand même une augmentation des publications sur le sujet entre le début des années 2000 et aujourd'hui. On voit aussi qu'en 2002, moi, j'ai recensé les articles en juin, puis il n'y avait qu'un seul article publié pour le moment en 2022, excusez. Puis l'année la plus productrice, en fait, c'était 2017 avec 9 publications. Donc, on voit que ça reste un sujet qui est relativement peu abordé tout de même.
Donc, par rapport au lieu, la majorité des études ont été réalisées au Royaume-Uni, principalement là, en Angleterre. Ensuite, on retrouve des études réalisées en Irlande, aux Pays-Bas, en Australie, puis en Nouvelle-Zélande. C'est relativement similaire aussi aux études généralement publiées là, en déficience intellectuelle. Il y a beaucoup d'études dans ces pays-là. Puis finalement, il y a moins d'études qui proviennent des États-Unis, puis une seule du Canada, donc qui était une étude pan-canadienne par sondage. Par la suite, il y a 70 des études qui ont utilisé un devis de recherche qui est qualitatif, ce qui n'est pas vraiment étonnant puisqu'on cherchait à recenser des articles qui abordent l'expérience vécue des intervenants. Puis la méthode de collecte de données la plus utilisée, c'était les entretiens individuels suivis des groupes de discussion. Il y en a qui utilisaient aussi là, seuls ou combinés avec des entretiens individuels ou de groupe de l'analyse de dossiers, des questionnaires qualitatifs ou encore de l'observation. Il y a 17 qui avaient un devis quantitatif, qui utilisaient des sondages ou des questionnaires standardisés. Finalement, 13 avaient un devis mixte, quantitatif et qualitatif. Par la suite, j'ai analysé les résultats des articles pour identifier les thématiques principales qui étaient exprimées par les intervenants qui participaient là, aux écrits. Donc, au final, j'ai regroupé les résultats sous le grand chapeau des facteurs d'influence de la qualité des soins palliatifs et de fin de vie, puis de l'expérience aussi des intervenants. Donc, le premier facteur, c'était le lieu des soins et de la fin de vie. Le second facteur consiste en l'implication de la personne aux différentes étapes de sa trajectoire. Puis finalement, le troisième facteur, c'est la collaboration intersectorielle, interprofessionnelle, puis avec la famille. Une des décisions vraiment majeures qui a un impact dans le déroulement des soins palliatifs, puis de la fin de vie, des adultes qui ont une déficience intellectuelle, c'était vraiment le lieu des soins, puis du décès. Avant de vous présenter les résultats sur cette thématique, c'est important de peut-être mentionner que dans la littérature scientifique, on rapporte quand même que la majorité des adultes qui ont une déficience intellectuelle habitent dans des foyers de groupe. Donc, un foyer de groupe, ça serait composé de moins de 10 personnes qui ont un profil environ similaire, là, donc qui présenteraient une déficience intellectuelle, puis ou un autre trouble de développement, par exemple. Puis le modèle résidentiel, donc ce serait le modèle résidentiel le plus courant là, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle en Occident, donc le foyer de groupe. Puis dans les foyers de groupe, il y a un intervenant rémunéré, en fait, qui est là tout le temps, un ou plusieurs parfois. Donc, plus rarement, les personnes résideraient au domicile familial avec leurs parents, dans un appartement supervisé ou encore dans une résidence pour personnes âgées. Par contre, au Québec, le foyer de groupe, c'est où est-ce qu'il y a un intervenant qui est formé en déficience intellectuelle. Ça consiste en une RAC, qui est une résidence à assistance continue, mais les places dans les ressources là, sont quand même limitées, donc ils sont souvent octroyées à des personnes qui présentent des besoins particuliers plus importants, puis qui nécessitent une plus grande intensité de soutien. Donc, il existe aussi des ressources de type familial, parce qu'il y a quelques personnes qui peuvent présenter des déficiences intellectuelles qui résident dans la même maison, qui appartient à une personne qui, elle, est la responsable de la ressource, mais qui n'est pas un intervenant formé. Donc, ça, c'est un peu la mise en contexte, parce que comme les études ne proviennent pas du Québec, parfois, les services ne sont pas tout à fait pareils. Donc, dans les études recensées, il y avait une dualité qui était rapportée par les intervenants là, entre offrir les soins au domicile de la personne ou dans un milieu hospitalier. Donc, le domicile de la personne, c'était le plus souvent un foyer de groupe, où est-ce qu'il y a une personne responsable de la ressource qui est un intervenant en fait. Donc, souvent, ça peut être un éducateur spécialisé, par exemple. Puis, on considère que le domicile de la personne, c'est le milieu où la personne se considère à la maison. Donc, parfois, le domicile, ça peut aussi être justement le domicile familial où est-ce que c'est les parents. Donc, il y a plusieurs participants qui croyaient que les adultes qui ont une déficience intellectuelle, qui sont en fin de vie ou qui reçoivent des soins palliatifs sont mieux en fait d'être à domicile qu'à l'hôpital. Donc, les raisons de ce choix, c'était beaucoup de prioriser la familiarité de la personne envers son environnement, donc de maintenir les relations interpersonnelles qu'elle a développées dans l'environnement, de maintenir sa routine, d'éviter le stress du déménagement, puis de l'adaptation à un nouveau milieu.
Une autre raison pour maintenir la personne à son domicile, c'était la connaissance des intervenants de la personne. Donc, lorsque la personne change de milieu, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur la mise en place des soins palliatifs et de fin de vie, puisque les nouveaux intervenants, en fait, auraient peu de connaissances sur la personne qui a une déficience intellectuelle, son état de stabilité, son historique personnel. Ça peut nuire à la détection des symptômes, puis l'identification de la douleur. Puis la troisième raison, en fait, qui était nommée par les intervenants, c'est les expériences négatives avec le milieu hospitalier. Donc, d'une part, il y avait certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle qui avaient eu des expériences de soins négatives, justement, où on avait associé peut-être certains de leurs symptômes à des caractéristiques de la déficience intellectuelle, mais à tort. Puis aussi des intervenants qui mentionnaient que c'était difficile d'hospitaliser une personne âgée qui a déjà habité dans une institution, puisque ça peut parfois raviver certains traumas ou des souvenirs négatifs. Donc, puis c'était parfois contre-intuitif pour les intervenants de renvoyer la personne dans un milieu hospitalier alors qu'elle avait vécu justement une période d'institutionnalisation dans le passé. Donc, certaines citations que j'ai relevées de la littérature, justement, que je trouvais assez parlantes. Donc, c'est des intervenants, en fait, qui expliquent pourquoi ils ont décidé, en fait, que la personne reste à son domicile, qui est une ressource d'hébergement. Donc, la première elle dit « Une mort à l'hôpital aurait été une mauvaise mort. Elle avait vécu dans un hôpital auparavant. Il était donc normal qu'elle meure chez elle. Je ne pense pas qu'il soit juste que les gens retournent dans une institution pour mourir. Ce serait mal, n'est-ce pas? Je dirais que c'était sa maison. » En parlant de la ressource d'hébergement. Puis le deuxième, c'est parce qu'elle était ici toute sa vie. Nous sommes les gens qui la connaissent et la comprenaient. Et c'était sa maison et c'est moins traumatisant pour elle de la garder ici ou pour tous les autres aussi, donc les autres personnes aussi qui habitent la résidence. Mais même si, il y a plusieurs intervenants qui souhaitaient que les gens restent à domicile, il y avait plusieurs barrières, évidemment, qui rendaient ça difficile. Ou il y a même des intervenants, en fait, qui rapportaient que, selon eux, le meilleur milieu de soins était l'hôpital. Donc, le manque d'expertise en soins palliatifs et de fin de vie des intervenants, des ressources résidentielles, l'absence de soutien disponible 24 heures sur 24, puis l'inadaptation de l'environnement physique, c'était vraiment des facteurs nommés qui pouvaient nuire à la sécurité de la personne. Il y a des facteurs aussi organisationnels qui étaient nommés, qui nuisaient au maintien dans la ressource d'hébergement, comme le manque de moyens financiers, le manque, le roulement de personnel, donc la prestation des soins de fin de vie dans la ressource résidentielle, ça générait des heures supplémentaires qui étaient vraiment substantielles et qui étaient consacrées bénévolement par le personnel de la ressource d'hébergement. Donc, c'était vraiment un événement qui était vécu comme très difficile par l'équipe des ressources d'hébergement. Finalement, il y en a qui ont nommé que le décès d'une personne qui a une déficience intellectuelle dans sa résidence pouvait avoir des effets négatifs sur les autres résidents qui ont une déficience intellectuelle. Par exemple, générer de l'incompréhension ou de la détresse émotionnelle qui pourrait être vraiment difficile à gérer pour le personnel. Puis à ce sujet, justement, il y en a qui parlent que, à leur avis, l'endroit le plus propice au décès d'une personne, c'est celui où les meilleurs soins infirmiers médicaux sont disponibles pour répondre aux besoins changeants de la personne. Le personnel des services en déficience intellectuelle n'est pas un personnel formé médicalement, puis à mon avis, n'est pas le mieux placé pour fournir les soins. Une autre personne encore s'exprime et dit « Le meilleur endroit pour mourir pour toute personne est à l'hôpital, avec un soutien médical et infirmier, et où c'est agréable, paisible, calme, avec des draps blancs propres. » Donc, on voit bien aussi certaines perceptions du décès qui influencent aussi les propos. Un second facteur, en fait, qui influençait, c'est l'implication de la personne à différentes étapes de sa trajectoire. Donc, l'implication de la personne, ça peut se faire à plusieurs moments, avant ou pendant la trajectoire de soins palliatifs et de fin de vie. Mais les études rapportent que les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont vraiment peu impliquées, en fait. On rapporte qu'il n'y aurait souvent pas de plan en prévision de la fin de vie ou que les intervenants sont témoins d'aucune planification avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a souvent aucune indication concernant le choix des soins, les directives anticipées, les croyances de la personne, ses préférences en matière de funérailles ou de dons d'organes, par exemple. Ensuite, la majorité des études rapportaient que
la majorité des adultes décédés qui sont documentés n'étaient pas ou probablement pas au courant de leur fin de vie selon les intervenants. Donc, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, elles auraient peu ou pas d'occasion de discuter de leur situation médicale. Puis bien qu'en théorie, la plupart des intervenants rapportaient croire que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont le droit de connaître leur diagnostic, leur pronostic. Il y a aussi de nombreux intervenants qui rapportaient utiliser diverses stratégies pour éviter les conversations, comme changer de sujet, tenter de rassurer la personne sans vraiment aborder le problème, utiliser des euphémismes ou encore essayer de minimiser la dureté des mots. Ensuite, les décisions importantes lors de la fin de vie étaient souvent prises en équipe multidisciplinaire avec les proches, mais sans la présence de la personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, dans certains cas, on pouvait discuter avec la personne de ses souhaits, ses préférences avant les discussions ou avant les rencontres pour pouvoir influencer. Mais dans d'autres cas, vraiment, la personne n'était qu'informée des décisions prises au maximum, en fait. Puis finalement, les personnes sont de manière générale exclues des expériences qui entourent la maladie, la mort, le deuil. Donc, lorsqu'une personne décédait dans la résidence, il y a plusieurs intervenants qui préféraient ne pas aborder le sujet avec les autres résidents, puis les privant un peu d'une expérience concrète qui pourrait permettre de comprendre la mort et la fin de vie. Il y a plusieurs facteurs qui étaient nommés qui influencent l'implication de la personne. Un premier facteur qui influence, ce serait l'anticipation de la mort. Donc, les personnes, c'est assez simple, mais les personnes dont la mort est anticipée étaient plus susceptibles d'avoir un plan de soins de fin de vie, puis d'avoir eu l'occasion d'exprimer leurs préférences de fin de vie. Puis une meilleure anticipation de la progression de la maladie, ça influençait aussi les professionnels à entreprendre des discussions avec la personne concernant les soins futurs. Donc, lorsque la mort était subite ou que la maladie progressait rapidement, il y a peu d'intervenants qui prenaient le temps, en fait, d'impliquer la personne dans les prises de décision. Un autre facteur qui influence l'implication de la personne, c'est vraiment la perception des intervenants de la capacité de la personne à comprendre la mort. Donc, les intervenants affirmaient qu'ils discutaient de la maladie puis de la mort seulement s'ils avaient l'impression que la personne comprenait, pouvait comprendre, faire face à la situation. Puis dans le même sens, les personnes qui, selon les intervenants, avaient la capacité de comprendre la mort étaient statistiquement plus susceptibles de savoir qu'ils allaient mourir. Il y a aussi des professionnels qui ont mentionné ajuster leur rétention d'informations en fonction des questions qui sont posées par la personne. Donc, plus la personne pose des questions, plus ils transmettent d'informations. Mais ils ont aussi exprimé que les personnes qui ont une déficience intellectuelle qui sont rencontrées étaient vraiment moins susceptibles de poser des questions puis d'initier ce genre de conversation. Donc, cette manière de procéder pouvait justement avoir certaines limites. Il y a aussi la croyance que la personne ne réalise pas entièrement les implications de ses décisions. Donc, même si on pense qu'elle peut comprendre la mort, si on pense qu'elle ne peut pas comprendre les implications de ses décisions, on ne va pas l'impliquer dans la prise de décision. On parle aussi que ce serait justifié de ne pas annoncer la maladie, la mort, lorsqu'on perçoit qu'il y a trop de conséquences négatives pour la personne. Donc, par exemple, certains pensaient que la personne qui a une déficience intellectuelle pourrait abandonner ou se laisser aller si elle était au courant de son diagnostic, ou encore qu'on anticipe une réaction émotionnelle qui serait trop difficile à gérer, ou qu'on préfère épargner la personne des émotions négatives. Un autre facteur, en fait, c'est les connaissances et expériences antérieures des intervenants, donc ceux qui détiennent des expériences en lien avec la déficience intellectuelle ou en lien avec les soins palliatifs et de fin de vie, sont plus susceptibles de discuter de la mort et de la maladie avec la personne en fin de vie, comparativement à ceux qui n'avaient pas ces expériences et connaissances. Puis finalement, la relation avec la personne influence aussi la manière qu'on l'implique. Donc, plus les intervenants passaient de temps avec la personne, plus ils avaient tendance à parler de la mort et de la maladie avec elle. Puis, il y a aussi certains intervenants qui considéraient qu'ils n'avaient pas la responsabilité d'annoncer le diagnostic ou de communiquer avec la personne à propos de sa maladie ou de son état parce que ce n'étaient pas les aidants principaux. Donc, dans le même sens, il y en a qui préféraient communiquer en fait avec les proches qui, eux, allaient reléguer l'information à la personne qui a une déficience intellectuelle, ce qui pouvait quand même avoir un impact sur la quantité, la qualité des informations qui étaient transmises à la personne en fin de vie.
Donc ici, on voit, là, en fait, 2 citations là, d'intervenants qui justifient un peu pourquoi ils n'ont pas soit annoncé la maladie ou discuté avec la personne là, de son état. Donc, la première citation, c'est un médecin qui dit « Non, elle n'était pas mentalement compétente », en parlant de la personne. Elle pouvait avoir une légère déficience intellectuelle en ce qui concerne l'intelligence verbale. Elle avait des compétences pratiques considérables, capable de jouer du piano, de lire de la musique, de lire des articles dans The Watchtower, mais son développement émotionnel était beaucoup plus faible. Puis une autre intervenante qui est dans une ressource résidentielle, cette fois, qu'elle disait à une personne qui était en fin de vie, je disais, ne pense pas comme ça, qu'un jour, tout le monde va mourir. Parce que le plus important, c'est de donner ce qu'on peut tant que la personne est en vie. Donner du jus, du chocolat, un peu de confort, c'est la chose la plus importante à faire. Pas avoir ce genre de discussion avec des gens qui sont mourants. Puis finalement, le dernier facteur d'influence de la qualité des soins puis de l'expérience des intervenants, c'était la collaboration interprofessionnelle, intersectorielle et avec la famille. Donc, les études que j'ai recensées abordaient vraiment 3 raisons pour collaborer. Donc, on nommait que les habiletés de communication verbale des personnes qui ont une déficience intellectuelle sont parfois limitées, ce qui peut rendre difficile vraiment l'identification des symptômes, l'observation de changements au niveau de la santé, la gestion de la douleur, puis de façon générale, rendre difficile la réponse à leurs besoins. Donc, les participants, en fait, rapportaient que les personnes qui ont une déficience intellectuelle en fin de vie pouvaient avoir utilisé des formes non verbales de communication pour pallier certaines difficultés langagères qui sont parfois subtiles. Donc, les professionnels qui détenaient une connaissance partielle de la personne qui a une déficience intellectuelle, par exemple le personnel des soins palliatifs, ont affirmé être dépendants des autres intervenants, comme ceux qui pouvaient provenir du milieu d'hébergement, pour obtenir davantage de renseignements sur la personne, mieux comprendre ses besoins, mieux interpréter certains comportements. Donc, la collaboration, autant entre les secteurs, entre les professions, puis avec la famille, c'était vraiment essentiel pour obtenir une compréhension complète, un portrait général de la personne, ses symptômes, ses besoins. Ensuite, la collaboration intersectorielle, interprofessionnelle, ça permettait aussi de pallier, d'un côté, un manque de connaissances, d'expérience en soins palliatifs et de fin de vie chez les intervenants auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis de l'autre côté, dans le même sens, on fait pallier le manque de connaissances, compétences, expériences des professionnels des soins palliatifs envers la déficience intellectuelle, ses caractéristiques, les différentes façons d'impliquer la personne dans les décisions. Donc, à ce sujet, il y a une citation qui explique vraiment bien les 3 raisons, en fait, là, qui représente bien les 3 raisons. Donc, c'est une intervenante, elle dit « J'ai travaillé en partenariat avec l'équipe en déficience intellectuelle. Ils ont évalué le changement de comportement du patient et interprété ce que cela signifiait. J'ai fourni les conseils de contrôle des symptômes et modifié le médicament en conséquence. L'augmentation du comportement agressif a été interprétée comme une augmentation de la douleur. Ce fut un partenariat très réussi. » Donc, on voit que le partenariat entre les 2 secteurs, soins palliatifs, déficience intellectuelle, a vraiment permis de mieux connaître la personne, de mieux interpréter ses comportements, puis de pallier justement un manque de connaissances des 2 côtés. Mais tout de même, il y a beaucoup d'études qui rapportaient que la collaboration est quand même limitée entre les secteurs en déficience intellectuelle puis les soins palliatifs. Un premier obstacle, c'était vraiment la méconnaissance des services, des rôles, des responsabilités de chacun. Il y en a plusieurs qui mentionnaient avoir jamais communiqué avec les services en déficience intellectuelle ou ceux en soins palliatifs pour obtenir des conseils, puis même ne pas vraiment savoir à qui s'adresser. Donc, une personne s'exprimait, elle disait « Je pense n'avoir jamais appelé quelqu'un des services en déficience intellectuelle à propos d'un patient ayant une déficience intellectuelle. Et ils ont tendance à rester seuls. Et nous en tenons tous à cette division, car c'est beaucoup de division, n'est-ce pas? » Donc, on voit bien parfois l'obstacle de travailler en silo. Également, il y a certaines lacunes dans la communication qui nuisent à la collaboration. Donc, c'était nommé par certains la difficulté de partager des informations concernant la personne en fin de vie, l'absence de documentation écrite, une réticence à transmettre les informations, des documents de part et d'autre qui étaient nommés. Puis finalement, la difficulté à trouver un langage commun entre les différentes personnes impliquées.
Puis finalement, il y a la présence d'opinions divergentes entre les proches et les intervenants des services spécialisés en déficience intellectuelle, qui créait parfois là, un climat de collaboration qui est tendu. Donc, il y a les intervenants qui côtoyaient la personne quotidiennement, depuis de nombreuses années parfois, qui avaient établi une relation significative avec elle, qui pouvaient même décrire là, de liens spéciaux, de seconde famille. C'est cette relation-là de proximité qui engendrait des défis supplémentaires, surtout lorsqu'il y avait présence d'opinions divergentes dans les décisions de fin de vie à prendre. Donc, ça pouvait vraiment devenir difficile, puis il pouvait y avoir des tensions qui émergeaient entre la famille et les intervenants lorsque la famille, qui selon les intervenants était peu impliquée dans la vie de la personne, prenait des décisions qui contredisaient ce que eux, les intervenants, jugeaient approprié. Donc là, on le voit, les deux dernières citations là, qui expriment vraiment bien cette tension lorsque la prise de décision revient en fait automatiquement à la famille. Donc, je suppose que vous avez l'impression de les connaître mieux que leur famille. Vous savez, c'est déchirant pour quelqu'un qui ne les connaît pas, qui vient chaque Noël et tout à coup, ils ont cette décision à prendre. Ou encore, juste avant sa mort, sa mère et son père sont venus pour la première fois en 12 ans. Je le connaissais depuis 20 ans, alors qui était sa famille? Donc, le but de mon étude, c'est vraiment de documenter les principales thématiques qui étaient exprimées par les intervenants, par la réalisation d'une synthèse des connaissances de type étude de la portée. Donc, il y a deux limites qui sont à prendre en compte dans la compréhension de mes résultats. La première, c'est que l'étude de la portée s'est concentrée en fait sur l'identification d'articles scientifiques, donc je n'ai pas consulté de littérature grise. Puis la seconde limite, c'est que c'était parfois impossible de différencier les catégories d'emploi des participants. Donc, il y a certains articles qui ne décrivaient pas le type d'emploi des intervenants qui participaient ou le secteur d'où ils provenaient. Et donc, on ne pouvait pas comparer les propos entre les infirmières ou les médecins ou encore comparer entre les ressources d'hébergement versus le milieu hospitalier. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, je parlais d'intervenants sans nécessairement distinguer ou faire de comparaison entre les intervenants. Donc, je vais vous parler de 3 constats qui sont particuliers à la situation des adultes qui ont une déficience intellectuelle, qui sont en fin de vie, puis des recommandations plus utiles pour chacun d'eux. Donc, le premier constat, c'est les nombreux bris dans la trajectoire d'implication de la personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, on pourrait penser que l'implication de la personne débute dans la planification de sa fin de vie, donc avant l'annonce de la maladie, mais il semble qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui ont l'occasion de planifier leur fin de vie. Donc, au lieu, la trajectoire d'implication, elle débute avec l'arrivée de la maladie. Et comme plusieurs intervenants ont rapporté que la personne n'était pas mise au courant, en fait, de son diagnostic, mais ça rendait difficile de l'impliquer dans une planification de son futur. Dans le même sens, si la personne n'est pas au courant de sa maladie, puis n'a jamais été impliquée dans une planification du futur, les décisions vont tendre à se prendre par des équipes multidisciplinaires, puis la famille sans inclure la personne. Puis lorsque la personne décède, il y a peu d'intervenants qui étaient à l'aise d'impliquer les autres personnes qui ont une déficience intellectuelle dans les rites funéraires ou les discussions autour de la mort, pour les mêmes raisons que la personne qui est décédée a été exclue dans sa propre trajectoire d'implication. Donc, la perception du manque de compréhension de la mort, la peur que ça ait des impacts négatifs sur les personnes. Mais c'est un peu une occasion manquée parce qu'il y a de nombreuses études qui démontrent que la plupart des personnes qui ont une déficience intellectuelle seraient en mesure de comprendre la mort, puis que la participation à des expériences concrètes, comme assister à des funérailles ou rendre visite à un proche, facilite la compréhension de ce concept. Donc, pour épargner les personnes d'une expérience difficile, on revient un peu à la case départ, donc c'est-à-dire que lorsque les personnes vont tomber malades, on ne va pas leur annoncer, puis on va un peu répliquer cette roue de non-implication. Il y a différents outils qui peuvent faciliter l'implication de la personne. Celui que je vous présente en premier, c'est un guide qui est en anglais, qui permet de planifier avec la personne ses préférences de lieu, de traitement, les funérailles. Puis on peut remplir ça avec la personne, avec la famille. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser avant l'arrivée d'une maladie pour anticiper cette étape de la vie, permettre aussi de prendre peut-être une plus longue période de temps pour le remplir, d'en discuter plusieurs fois. Donc, comme on sait que les adultes qui ont une déficience intellectuelle peuvent vivre un vieillissement précoce qui commence à partir peut-être de 50 ans, où est-ce qu'on remarque une diminution de l'état de santé et des capacités, il faut vraiment essayer d'anticiper cette étape-là et de planifier sur une plus longue période de temps.
Le second outil est vraiment intéressant. C'est un site web, là, une formation en ligne qui est conçue par un professeur de l'Université de Sydney, qui est pour les intervenants, mais également pour la famille. Donc, c'est 12 modules qui abordent là, pourquoi c'est important de parler de la fin de vie avec les gens qui ont une déficience intellectuelle, qu'est-ce qu'on devrait enseigner justement, puis quoi planifier. Donc, vraiment plusieurs sujets. C'est entièrement en anglais, par contre, donc, mais ça peut tout de même vraiment guider dans les interventions puis les réflexions. Puis, ce qui est très, très intéressant, c'est que chaque module est accompagné de vidéos parce qu'il y a des intervenants et des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui ont recréé des scènes où est-ce qu'ils abordent les différents sujets. Donc, ça permet de voir concrètement comment on implique les personnes dans les discussions, comment aborder là, les sujets qui sont complexes. Puis justement, ben, comme les intervenants des études que j'ai recensées disaient, là, utiliser des euphémismes, ne pas parler directement des choses, ben, ça, c'est un outil qui peut vraiment aider parce qu'on sait que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont besoin qu'on leur explique de façon claire, sans ambiguïté, le concept de la mort et toutes les thématiques entourant là, la mort et la fin de vie. Le deuxième constat, c'est vraiment par rapport à la collaboration. Donc, la collaboration, elle permet d'augmenter les connaissances professionnelles en croisant les expertises entre les domaines, permet aussi d'augmenter la connaissance de la personne, mais dans un sens, ça a comme des effets mitigés là, sur l'implication de la personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, même si une meilleure connaissance là, de la personne, puis davantage de connaissances professionnelles permettrait d'influencer positivement l'implication de la personne dans les prises de décision. Il y a aussi d'autres intervenants qui ont parlé que ça a comme effet parfois là, de créer davantage d'intermédiaires dans les prises de décision, puis dans le partage d'informations, ce qui pouvait vraiment là, rendre difficile le processus de collaboration et l'implication de la personne. Donc, comme les intervenants avaient tendance à transmettre les informations soit à un intervenant plus proche de la personne ou aux proches directement, ils se retrouvent un peu dans une position délicate parce qu'ils ne sont pas maîtres des informations qui sont transmises, la manière dont la personne va transmettre les informations, puis comment elle va aussi répondre aux questions. Donc, un outil qui est intéressant, qui peut aussi aider à la collaboration interprofessionnelle puis intersectorielle, c'est le DISDAT. C'est un outil d'évaluation de la détresse qui a été développé là, par un hôpital en Angleterre, qui est validé par la recherche et diffusé là, en plusieurs langues. Donc, c'est un outil qui peut être rempli par les intervenants ou proches qui connaissent le mieux la personne, puis transmis par la suite aux professionnels des milieux hospitaliers lorsque la personne est hospitalisée, par exemple. Donc, ça permet de transmettre des informations qui sont écrites sur la personne qui a une déficience intellectuelle pour favoriser la compréhension des signes, des comportements en état normal ou en état de détresse. Donc, pour vraiment favoriser une meilleure compréhension, une meilleure gestion de la douleur, puis pas associer certains comportements à la déficience intellectuelle. Puis finalement, ben, le dernier constat, ça concerne les particularités en lien avec le lieu des soins puis du décès. Donc, c'est un contexte qui est particulier pour les intervenants des ressources résidentielles qui ont parfois côtoyé là, la personne quotidiennement pendant plusieurs années. Ça crée une certaine tension là, entre la proximité et la distance qu'on devrait avoir entre les intervenants puis les usagers des ressources. D'une part, ben, on a une connaissance approfondie de la personne. On sait que ça peut améliorer la qualité des soins palliatifs. Par contre, ça rend ambigu les rôles, les responsabilités des intervenants, notamment lorsque la famille là, prend des décisions qui contredisent en fait leur opinion. Donc, ça, évidemment, bien, ça peut nuire à la qualité des soins, comme ça devient de plus en plus difficile de collaborer avec la famille, mais aussi de prendre des décisions peut-être plus objectives là, en fonction des préférences de la personne. C'est quand il y a autant d'émotions en jeu. Ça peut aussi avoir des conséquences là, négatives sur le bien-être des intervenants qui considèrent la personne qui a une déficience intellectuelle comme un membre de sa famille. Donc, l'enjeu de proximité avec la personne qui a une déficience intellectuelle, c'est vraiment particulier. Puis le développement d'un leadership là, dans les ressources puis les organismes est nécessaire là, pour aborder cet enjeu-là. Il faut que les responsables de ressources et d'organismes soient davantage au courant de la trajectoire des personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis des difficultés pour les intervenants qui les accompagnent. Donc, il faudrait offrir un meilleur soutien aux intervenants dans les ressources, autant au plan psychologique que dans les ressources
par rapport au temps financier, matériel, lorsqu'on sait que les gens peuvent faire beaucoup d'accompagnement bénévole également. Donc, pour finir, les constats ont aussi des implications pour la recherche. D'abord, la recherche a un rôle important dans la description, la reconnaissance de la trajectoire de la fin de vie, qui est vraiment particulière pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ça serait important d'étudier, en fait, la pertinence, la mise en place d'une approche palliative intégrée auprès de cette population, au lieu d'attendre qu'une personne soit diagnostiquée avec une maladie qui limite l'espérance de vie pour recevoir des soins palliatifs. L'approche palliative intégrée, en fait, elle intègre aux soins offerts aux personnes là, qui ont une santé fragile, puis qui sont davantage vulnérables aux maladies. Donc, on sait que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, justement, vivent un vieillissement précoce, puis ont plusieurs facteurs de vulnérabilité. Donc, est-ce que l'approche palliative intégrée pourrait permettre de personnaliser les soins sur une plus longue trajectoire, avoir plus de temps pour intervenir puis pour impliquer activement la personne? Je pense que la recherche là, a un rôle important dans la reconnaissance de certaines conditions particulières, là, dans la mise en place de cette approche-là. Ensuite, tout comme du côté de l'intervention, il y a certaines barrières entre les différents groupes de recherche. Donc, il faudra encourager certaines occasions de rencontre entre les groupes de recherche sur les deux thématiques, donc la déficience intellectuelle puis les soins palliatifs et de fin de vie, créer des ponts entre les thématiques de recherche, mais également entre les disciplines de recherche. Donc, la recherche en travail social, selon moi, elle est nécessaire pour souligner les inégalités qui sont présentes là, dans les soins palliatifs et de fin de vie. Je crois que la recherche en travail social a vraiment le devoir de mettre de l'avant la défense des droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle à toutes les étapes de leur vie, ce qui inclut là, la fin de vie. Puis au Québec, la loi qui concerne les soins de fin de vie vise vraiment à assurer l'accès de tous à des soins de qualité puis à un accompagnement adapté à chaque situation particulière. Donc, la recherche, elle doit développer une meilleure compréhension, doit permettre en fait de développer une meilleure compréhension de cette situation-là au Québec, de développer des outils qui sont spécifiques pour répondre aux besoins des gens d'ici, des intervenants d'ici. Donc, c'est pour ça que mon projet de thèse vise en fait à documenter le vécu et les besoins des acteurs qui sont impliqués dans la trajectoire de soins palliatifs et de fin de vie d'adultes qui ont une déficience intellectuelle au Québec. Donc, d'ici l'été prochain, j'aimerais ça, en fait, recruter des intervenants, des responsables de ressources résidentielles, des proches et des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui souhaiteraient s'exprimer sur cette trajectoire particulière. Merci.